Échange avec Jean-Louis Offet, qui sera largement présenté, j'allais dire, par ses propres lignes ce soir, donc d'où ma tâche maintenant, ma responsabilité de présenter celle qui va l'interroger, Yolande Baldeweg, qui est journaliste et qui est aussi députée au consistoire supérieur de notre Église, qui connaît donc, c'est pour cela que je le dis, elle connaît sans doute un peu les méandres ecclésiastiques que Jean-Louis a dû traverser dans sa vie, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et je suis très heureux que vous soyez là tous les deux et que nous puissions en savoir un peu plus des tenants et des aboutissants de ce livre. Bonne soirée à tous. Merci Rudy Pop. Je vais quand même vous avouer que je connais Jean-Louis Offet depuis très longtemps, depuis nos années mulhousiennes, où nous avons habité pas trop loin les uns des autres avec Christiane, Jean-Louis, moi, mon mari. Mais nous allons quand même vous voyer ce soir parce que c'est plus facile quand on pose des questions, je trouve. À moins que tu préfères qu'on te tutoie, non? Ah bon? D'accord, ok, bon, moi je sais, mais bon. Donc je vais dire que tu as, je dirais, enfin publié ce livre Pasteur et politique, dont j'avais entendu parler depuis de longues années, parce que tu portais ça en toi, tu as fait des recherches, tu as beaucoup réfléchi. Et donc, est-ce qu'il faut encore te présenter, rappeler que tu as été pasteur à Mulhouse, à Strasbourg? Tu as été adjoint au maire à Mulhouse, conseiller municipal à Münster, conseiller régional durant de longues années, militant socialiste. Et on en parlera après aussi, membre du cabinet d'Adrien Zeller, qui lui n'était pas socialiste, qui était centriste. Comment pouvais-tu mener ces deux missions de front? Pasteur, élu, ça marche comment ça... C'est une question que, effectivement, beaucoup de gens me posent. C'est très curieux parce que, pour moi, je peux vraiment dire que c'est pas vraiment, ça n'a jamais été vraiment un problème. Sauf pour l'institution ecclésiastique, pour l'Église réformée à laquelle j'appartiens et j'appartenais, qui, elle, mettait en cause la question d'être un élu et d'être pasteur. Alors, il y a un autre aspect qui, lui, rend la chose difficile, c'est quand on a des fonctions d'élu qui sont des fonctions notamment ce qu'on appelle exécutives, c'est-à-dire avec un travail précis et important, d'arriver à assumer deux responsabilités. Ça, c'est vrai, et ça a été le cas un certain nombre de fois dans ma vie, et c'était pas simple. Mais sur le plan du principe, je suis très surpris qu'on mette cela en cause. Et Catherine Trottmann te soutient là-dedans. Elle aussi dit qu'elle ne comprend pas pourquoi ce qui a été accepté pendant des siècles, d'une certaine manière, puisqu'elle est remontée très haut dans l'histoire de Strasbourg, est tout d'un coup devenue antinomique. Absolument. Alors, moi, je vais juste citer un exemple qui est à la fois tout à fait d'actualité et à la fois plus tellement, mais que je cite dans mon livre. C'est l'ancien président de la République d'Allemagne, Joachim Gauck, qui était pasteur et qui est devenu président de la République d'Allemagne tout en étant pasteur. Il a évidemment arrêté ses fonctions de pasteur, mais personne n'a mis en cause le fait que Joachim Gauck devienne président de la République alors même qu'il avait eu toute sa vie comme pasteur. Et c'est un exemple que je trouve d'autant plus intéressant qu'aujourd'hui, est en train de quitter sa fonction de chancelière de l'Allemagne, Angela Merkel, fille de pasteur,
Et j'ai toujours été frappé de voir que dans les journaux allemands en tout cas, et dans les journaux français dans une certaine mesure, on voyait fille de pasteur un peu partout. Alors bien sûr, elle n'était pas pasteur, hein, c'est bien clair. C'était une scientifique, une physicienne chimiste. Mais fille de pasteur, ça ne posait pas de problème. Et son père a pris des positions politiques très nettes et très fortes pendant une partie de sa vie. Mais ceux qui ont été au Kirchentag, notamment à Berlin, ont entendu Angela Merkel discuter de religion avec Obama, avec Barack Obama. Et tous les deux ont dit qu'ils avaient la foi, d'avoir quelqu'un au-dessus de soi, ça fait réfléchir différemment. Bon, c'est pas possible ici, c'est pas possible en France. Oui, personnellement, je regrette cela et j'ai de la peine à l'accepter et à le comprendre. Alors on va quand même revenir un tout petit peu en arrière, parce que moi ce qui me paraît intéressant dans ton livre, c'est que tu parles quand même de l'histoire de ta famille, de tes familles, et ça nous renvoie un peu à l'histoire de l'Alsace, à notre histoire à nous tous. Et tu dis que tu as 14 pasteurs parmi tes ascendants, ou côté maternel, je crois, jusqu'en 1600, vous remontez jusqu'en 1635. Comment on fait pour être pasteur comme ça, de père en fils, et puis maintenant de père en fille, hein, puisque ta fille est pasteur aussi. Et ma fille qui est ici est pasteur, effectivement. Oui, alors c'est vrai. C'est dans les gènes. Ça doit être dans les gènes, puisque du côté de maman, pas du côté de papa, mais du côté de ma maman, on remonte à 1650 pour les premiers pasteurs. Et ensuite, successivement, chaque génération, il y a eu un pasteur. Et ce que je dirais aussi, qui est encore plus marquant pour moi directement, parce que ce n'est pas 300 ans ou 400 ans en arrière, c'est que sur 4 arrière-grands-pères, j'en ai eu 3 pasteurs. 4 arrière-grands-pères, 3 pasteurs. Un homme politique. Et le 4e était effectivement un élu, un homme politique. Il était médecin. Il dit d'ailleurs à un certain moment, je crois que je le dis dans le livre, c'était la médecine du corps et pas la médecine de l'âme, parce qu'il était médecin et par ailleurs il était maire de Buxwiller, député au Reichstag. C'était du temps allemand, du temps où l'Alsace était allemande, et vice-président du Landtag, c'est-à-dire de l'équivalent de ce qu'on peut appeler le conseil régional. Ça, c'est du côté de ma maman. Oui, juste un instant pour rester sur Jean Eufel, oui, qui était aussi l'arrière-grand-père, je crois, de Daniel Eufel. Ou non. Le grand-père de Daniel Eufel? Non, le grand-oncle. Le grand-oncle, voilà. Daniel Eufel. Mais je sais que Daniel Eufel a encore habité chez lui à un moment quand il allait, je ne sais pas, au collège à Buxwiller. Et disons, à côté de ça, moi je me dis, tu as une certaine sympathie pour ce Jean Eufel, en disant même qu'il se battait pour la décentralisation. En fait, oui, alors j'ai d'autant plus de sympathie pour lui que ma maman... Alors moi, je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu. Il est mort avant la guerre. Juste au moment où... un an avant ma naissance. Et ma maman a toujours insisté, et on revient sur le problème pasteur, mais cette fois femme pasteur, c'est que le père de ma maman, qui était pasteur, avait dit à maman, une femme ne peut pas devenir pasteur, c'est pas possible. C'était dans les années 1920. Maman avait 25, maman avait 20 ans, et le problème de ses études universitaires. Non, ce n'est pas possible, une femme ne peut pas être pasteur. Et elle avait de très bonnes relations avec son grand-père, Jean Eufel, et elle aimait beaucoup aller le voir, d'autant plus qu'au moment où la guerre a éclaté de 14-18, ils ont quitté la vallée de Münster, qui était sous les obus et sous les bombes, pour Buxwiller, pour être protégés. Et son grand-père, donc Jean Eufel, lui a dit « Mais
pourquoi tu ne serais pas pasteur? Moi, je suis tout à fait pour une femme pasteur. Et c'est ce Jean Eiffel qui a fait que maman ait pu devenir pasteur. C'est-à-dire qu'elle a fait des études de théologie? Absolument, elle a fait des études de théologie. Elles étaient deux femmes, une certaine Berthe Bertsch, qui est devenue première femme pasteur en France. J'expliquerai après pourquoi maman n'a pas tout de suite pu devenir pasteur, mais son grand-père, donc mon arrière-grand-père, le grand-père de maman, lui a dit « Je vais t'aider pour devenir pasteur et je vais financer tes études. Et je te donnerai de l'argent pour que tu puisses faire des études universitaires et des études de théologie. » Ce qui, pour une femme, à cette époque-là, n'était pas évident du tout. Et c'est ce qui lui a permis de faire des études de théologie. Et c'est là où elle a rencontré ton père? Alors, elle a rencontré mon père, parce que mon père faisait des études de théologie aussi à Strasbourg. Et donc, ils se sont liés et se sont mariés. Et c'est assez extraordinaire, l'histoire, parce que quand mon père avait déjà un côté un peu original, Mais tu poète... parles d'un anarchiste Pardon? Anarchiste? Oui, artiste. il a toujours eu un côté anarchiste, mon père. Il écrivait, il était proche des poètes et des écrivains surréalistes, et il était très souvent, de ce fait, à Paris, dans le monde de la littérature. Et mon père et ma mère, quand ils se sont mariés, le premier poste, donc mon père fait ses études de théologie tout en étant écrivain et en écrivant différents et en publiant différents livres. Mon père a demandé donc un poste de pasteur et a obtenu un poste de pasteur en Alsace, en l'occurrence à Altkirch. C'était loin, non, de Strasbourg? Oui, alors je pense qu'il y avait il y avait différentes raisons, je n'entrerai pas dans les détails, mais les origines de ma famille Hoffet étaient en partie de Mulhouse. Il y a une rue Hoffet à Mulhouse, qui est celle de mon arrière-grand-père du côté Hoffet. Il y a une rue Josué Heilmann, qui est celle de mon arrière-arrière-grand-père du côté de la mère de mon père. Et, alors tout ça, c'est dans le livre, parce que... Ce que je voulais juste dire par rapport à maman, ils se sont mariés à l'église Saint-Étienne de Mulhouse, mariés sur le plan bénédiction nuptiale, à l'église Saint-Étienne de Mulhouse, et les parents de ma mère, mon grand-père, n'ont pas voulu venir. Ils se sont mariés sans leurs parents, sans la présence et tu n'as jamais su pourquoi? C'est parce que des réformés épousaient, un luthérien épousait une réformée? C'était déjà comme ça, non? En partie, mais parce que mon grand-père disait une femme n'a pas à être pasteur et qu'elle avait fait toutes ses études et qu'elle avait épousé un pasteur. Enfin, mais elle a été une femme de pasteur d'abord, non? Et même au-delà, puisque... Oui et non. Oui et non. Elle a été une femme de pasteur, mais en même temps, j'ai toujours entendu dire, je ne vivais pas à ce moment-là, donc je ne l'ai pas vécu, j'ai entendu dire que mon père écrivait ses livres, allait à Paris rencontrer André Gide ou Claudel, et que pendant ce temps, c'est maman qui faisait le travail de pasteur. Et c'est elle qui prêchait, c'est elle qui faisait les cultes. Alors, j'exagère un petit peu, mon père quand même assumait ses fonctions de pasteur, mais il semble bien que maman ait joué un rôle très important pour se substituer à mon père comme pasteur de Altkirch. Mais tu as beaucoup d'admiration pour cette femme, tu parles d'icône du féminisme. Oui, ben, ça a quand même été avec son amie Berthe Bertsch qui a fait les études avec elle et qui a été la première femme pasteur. C'était quand même la première femme pasteur. Et ensuite, toute ma vie par la suite, de fils de
Marilène Offet a été, pour moi, extrêmement important et marquant dans ma vie. Mais quand on a un père qui a écrit la psychanalyse de l'Alsace, ça ne s'oublie pas non plus. Même, tout le monde en parle, même sans l'avoir lu. Donc, oui. Ça ne t'a pas marqué? Si, non. J'étais très admiratif du succès, des succès littéraires de mon père. Et les amis de ton père, non? Oui, bien sûr. Et aussi une chose qui m'a marqué, et je trouve que comme pasteur, là, on est sensible à ça. Mon père, après avoir été pasteur, c'est assez incroyable, est devenu avocat. Je dis toujours en souriant, il a gardé la même robe. Et le comble, c'est que ce n'est pas un sourire, c'est vrai. Il a gardé la même robe. Je peux vous dire qu'on l'avait encore, ma fille peut le dire, on avait encore la robe de mon père qui avait servi comme pasteur et puis après comme avocat avec une hermine là. Et mon père, j'étais très admiratif parce qu'il a été essentiellement avocat de pénal, ce qui était commercial et civil, franchement, ne l'intéressait pas beaucoup. Il était avocat de pénal et spécialiste également des problèmes de divorce. Et comme avocat de pénal, il a eu des cas tout à fait exceptionnels et extraordinaires, certains qui posaient question. On se disait comment peut-il défendre un homme pareil, mais il nous racontait à la maison, à 50 mètres d'ici, 1 rue du Temple-Neuf, où nous habitions, et il avait son cabinet rue de la Mésange, pour vous dire, c'était à 200 mètres d'ici. Il nous racontait ses principaux procès et les résultats qu'il avait obtenus. Il était parfois content, pas content. Et une chose qui m'est restée profondément, et je pense que là aussi il y avait un côté pasteur dans la fonction d'avocat de mon père. Il nous parlait très souvent de quand il allait en prison et qu'il rencontrait les détenus, discutait avec eux, essayait de les aider à vivre leur situation de détenus. Quand il nous parlait de ça, j'ai l'impression qu'il était un aumônier de prison. De fait, il n'était pas un aumônier de prison, il y allait comme avocat pour préparer les audiences. Mais moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. Pasteur un jour, pasteur toujours. Oui, je dirais ça. Pour mon père, je dirais tout à fait ça. Moi, j'aimerais juste revenir un instant encore par rapport à ta mère, quand elle a été au Struthof après la guerre. Ça a été dur pour elle, elle était aumônier. Je ne sais pas si on dit aumônière. Hein. Oui, je ne sais pas. On disait, en tout cas à ce moment-là, on disait aumônier, femme aumônier. Maintenant, on dirait peut-être aumônière. Elle en a parlé quand elle rentrait? Beaucoup. Elle en a parlé. Bon, alors, moi j'avais 5 ans, 6 ans. Donc, c'était pas évident pour moi. Et comme après, elle a fait d'autres choses, mais elle nous en a quand même souvent, longuement parlé, parce que donc, elle a été aumônier au Struthof, mais attention, pas aumônier au Struthof du temps allemand, puisque le Struthof est un camp de concentration que les Allemands avaient installé en Alsace, le seul camp de concentration installé, j'ai envie de dire, en France. Pour les Allemands, c'était en Allemagne. Et après la victoire des Alliés, le problème de l'utilisation de ce camp, des bâtiments du camp, a été posé. Et figurez-vous, je dis figurez-vous parce que je doute qu'il y ait beaucoup de gens ici qui soient au courant, les FFI, les gens qui avaient aidé à libérer la France, ont décidé d'utiliser ces locaux et ce camp
pour en faire un lieu pour détenir les personnes qui avaient collaboré pendant le temps où l'Alsace était allemande. Et pendant Madame Naud-Dufour, qui s'est occupée du Struthof pendant longtemps, m'a dit une chose surprenante, c'est que la période française du Struthof a été plus longue que la période allemande. C'est pendant près de 4 ans que le Struthof a été utilisé par les Français pour y enfermer et y faire travailler dans des conditions qui n'étaient, semble-t-il, pas tellement meilleures que celles qui avaient été celles du temps allemand. Je pèse mes mots parce que je ne veux pas trop m'avancer là-dessus. Oui, parce qu'on manque d'études aussi là-dessus. Oui, on manque d'études. Alors, c'est intéressant parce que Madame Naud-Dufour, qui a dirigé le Struthof en temps pour les visites des gens qui s'y intéressent, m'a dit, moi, je vais travailler là-dessus. C'est vraiment un point, mais surtout, important. Les prisonniers n'avaient souvent pas de procès. Ils étaient dans l'attente de procès. Je crois que ta mère se battait quand même. Ma mère se battait pour que ces personnes passent en jugement. Et parce qu'il y avait manifestement, dans ces gens qui étaient au Struthof, il y avait manifestement des gens qui étaient détestés par leurs voisins dans le village, qui avaient eu des problèmes avec un tel ou un tel, et qui avaient été dénoncés pour des raisons qui étaient plus que relatives. Alors on va faire un saut dans le temps. On se rapproche de la période actuelle et on vient à toi. Quand tu t'es engagé en politique, pourquoi tu as choisi le Parti socialiste? Pourquoi tu as choisi Rocard? Parce qu'il est protestant, Rocard? C'était ça? Alors ça, c'est une question très difficile. Enfin, pourquoi j'ai choisi le Parti socialiste? Non, ça, c'est pas très difficile. C'est tout simplement que Mitterrand, la gauche avait essayé une fois, 2 fois et avait perdu. Et que Mitterrand a perdu les élections présidentielles. Et j'ai dit, c'est pas possible, il faut que la gauche gagne. Il faut maintenant renverser les choses et arriver à ce que de la droite et du centre soient battus par les socialistes, la gauche. Et donc, je me suis engagé à gauche et je me suis engagé au Parti socialiste. Alors, pourquoi Rocard? Précisément parce que je trouvais que Rocard avait une vision du socialisme qui était d'abord une vision très, je dirais, très locale, très concrète. Ce que nous vivons mal à l'heure actuelle en France, c'est une chose qui me frappe. Il y a un président de la République, tout descend de là-haut. Rocard était l'homme de la décentralisation sur tous les plans. Rocard était un homme qui, en participant aux différentes réunions des soutiens de Rocard, discutait, permettait de débattre. C'était pas comme ça et pas autrement. C'était un homme aussi ouvert dès le départ à l'Europe. Je sentais ce Michel Rocard, en plus entouré d'un certain nombre de protestants, c'est vrai, ça a joué indiscutablement, proche de moi, alors même que François Mitterrand m'a demandé de venir chez lui, m'a demandé de me rapprocher de son équipe et j'ai refusé. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est une question dont on ne se rend pas compte aujourd'hui, il y avait vraiment un clivage entre les mitterrandistes et les rocardiens au sein du Parti socialiste. Et tu oublies les chevènementistes à Mulhouse. On était obligé de choisir. Absolument. Alors, il y avait d'autres courants, pas seulement les chevènementistes, mais notamment les chevènementistes, notamment à Mulhouse, et il fallait choisir. On choisissait l'un ou on choisissait l'autre. Voilà.
Et je me sentais très proche d'un regard modéré, décentralisateur, ouvert aux problèmes concrets. Oui, enfin, il faudrait que je travaille ça. Je trouve que c'est une question très, très intéressante, oui. En quoi tu as trouvé finalement ta vocation au sein du conseil régional comme élu? Tu as l'air de trouver ça très intéressant. Alors ça, c'est clair. Ça, c'est tout à fait clair. Pourtant, tu étais dans l'opposition tout le temps. Oui, alors oui et non. Oui et non, je précise. Tu dois le savoir aussi bien que moi, mais tu as raison de me provoquer là-dessus. Il faut savoir que, contrairement à aujourd'hui, le conseil régional était élu à la proportionnelle intégrale. C'est-à-dire que, comme en Allemagne aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité SPD. Le SPD est en tête, mais il n'y a pas de majorité SPD. Et on est obligé de travailler avec les autres partis, en l'occurrence en Allemagne, avec les Verts et même les libéraux. Eh bien, le premier conseil régional d'Alsace qui a été élu était un conseil régional où personne n'avait la majorité. Et où donc notre place de socialiste était une place, on ne faisait pas partie de la majorité, mais dès qu'il y avait des décisions à prendre, il fallait, quand c'était des décisions où il y avait un vrai débat, il fallait avoir l'accord des uns du Front National, j'espère pas, ou bien des socialistes. Et parfois, en tant que socialiste, on a voté pour Marcel Rudloff, qui était président à ce moment-là, parce que justement, ça évitait que ce soit le Front National qui fasse la majorité. Comment as-tu connu Adrien Zeller? Comment as-tu sympathisé avec lui? Oh, alors ça, c'est une histoire qui n'est... Est-ce qu'il était centriste, catholique? Alors, j'y viendrai. Il se trouve que ce n'est pas... que c'est par l'épouse d'Adrien Zeller que j'ai connu Adrien Zeller. Adrien Zeller avait une épouse qui faisait de la formation permanente. Certains d'entre vous, suivant votre âge, vous avez peut-être entendu parler de la fameuse loi de 71 sur la formation, qui a été très, très important pour la formation professionnelle des adultes et qui a été votée en 1971, donc. Et il se trouve que Annie Zeller, la femme d'Adrien, travaillait dans le domaine de la formation professionnelle et que moi, j'étais directeur de l'Université populaire de Mulhouse et j'organisais des stages de formation professionnelle dans différents domaines, notamment dans le domaine économique, puisque j'avais fait de la théologie, mais j'avais fait une licence de sciences économiques. Et donc, j'ai appris à connaître, par le côté strictement professionnel, les personnes qui, en Alsace, faisaient de la formation professionnelle, en l'occurrence Annie Zeller. Et Annie Zeller m'a dit « Ah, mon mari... il va probablement se lancer en politique. » Il travaillait à Bruxelles, oui. Il va se lancer en politique. Il est à Bruxelles et Annie travaillait en Alsace. Il est à Bruxelles et je pense qu'il va se présenter aux élections législatives. Bref, je n'entre pas dans les détails. C'est par Annie Zeller que j'ai appris à connaître Adrien Zeller. Et nous nous sommes liés pour la vie. Ça, c'est des choses qui sont à la fois fortes et tristes, parce que Annie Zeller est tombée gravissimement malade. Et je me souviendrai toute ma vie quand Adrien Zeller m'a téléphoné en disant « Je crois qu'on va la sauver. Elle avait un cancer. » parce que c'était les premières chimiothérapies de l'histoire. Et
il se trouve que non, ces chimiothérapies ne l'ont pas sauvé. Et j'ai suivi Annie Zeller avec Christiane, mon épouse, jusque, et je pèse mes mots parce que c'est des choses très dures pour moi, jusque sur son lit de mort. Et il avait par ailleurs des enfants qui avaient à peu près l'âge des nôtres. Et on allait à Saverne, où il était, et nos enfants jouaient dans les parcs autour avec les enfants d'Adrien Zeller. Et le fait d'avoir suivi Adrien dans ce problème totalement humain de la maladie de sa femme et du décès de son épouse a fait que nous nous sommes liés pour la vie. Et vraiment, quand je dis pour la vie, c'est pour la vie. Et je vais raconter une toute petite histoire parce qu'elle date d'avant-hier. Avant-hier, je reçois un SMS ou un mail, non, je crois que c'est un mail ou un SMS, peu importe, de Judith Zeller, une des filles d'Adrien, me disant « J'ai appris que tu as écrit un bouquin, j'aimerais vraiment savoir, il paraît que c'est très intéressant, il faut que tu me l'envoies. » Elle travaille, figurez-vous, au Canada, où elle est assistante d'un parlementaire canadien. Elle m'a envoyé ce mail, Judith Zeller, de Ottawa, pour vous dire à quel point on est resté proches et à quel point ça a marqué ma vie. À un moment, tu l'as aidé à devenir président, non ? Oui. Quand il s'est bagarré avec Hubert Haenel, tout à où fait. Ça s'est joué à une ou deux voix. Tout à fait, tout à fait. Là aussi, c'est pas le système qu'on connaît un peu malheureusement aujourd'hui, où il y a une personne et puis personne d'autre. Pour l'élection de la présidence au Conseil... Après le décès de Marcel Rudloff. Après le décès de Marcel Rudloff, oui, c'est juste après le décès de Marcel Rudloff, qui m'avait marqué aussi. C'est pour ça d'ailleurs que le Conseil régional a beaucoup compté pour moi, mais j'y reviendrai tout à l'heure éventuellement. Il s'est trouvé qu'il fallait élire un nouveau président, Marcel Rudloff étant décédé. Et il y avait deux candidats qui se sont proposés, un dénommé Hubert Haenel. Qui était sénateur quand même. Sénateur, tout à fait. Et puis Adrien Zeller. Et alors, nous avions par principe un candidat socialiste, parce que c'était le principe. Et j'ai dit, moi, tant pis, je ne voterai pas pour le candidat socialiste. De toute façon, il n'a aucune chance de passer. Par contre, j'aimerais que ce soit Adrien Zeller et que ce ne soit pas Hubert Haenel qui gagne. Et tout le monde a toujours accusé la pauvre Mariette Siffert d'avoir trahi son camp, alors qu'elle avait beau jurer, c'était pas moi. Bon, on sait maintenant qui c'était. Voilà. Tout à fait. Hein. Mais c'est suite à ça que tu es rentré à son cabinet pour t'occuper de l'interreligieux, ou ça a été un peu plus tard? Non, c'est nettement plus tard. Ça a été après les élections qui ont suivi, non? Oui. Non, c'est nettement plus tard. Donc, j'ai été conseiller régional 3 fois 6 ans. C'est 6 ans le mandat de conseiller régional. J'ai été conseiller régional d'Alsace, donc pas du Grand Est. Mais tu aurais pu être plus longtemps. C'est pas comme en église où c'est des mandats de 3 fois 6 ans. J'y arrive. 3 fois 6 ans, donc 18 ans au conseil régional d'Alsace. C'était pas encore le conseil régional du Grand Est. Et après ces 18 années, les socialistes m'ont dit « il faut des plus jeunes, il faut revenir à des jeunes. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui soient élus. » Bon, je comprenais, moi je le regrettais, je serais bien reparti pour un 4e mandat. Mais bon, c'était une décision socialiste et on votait dans les sections du Parti socialiste ou dans l'ensemble des sections d'Alsace pour décider qui serait
candidat sur la liste et en quelle position il serait. Et donc, on m'a dit non. J'étais minoritaire, malgré mon souhait de faire un 4e mandat. Et à ce moment-là, Adrien Zeller m'a dit « Ah, mais est-ce que tu travaillerais avec nous ?» Alors, il y a eu une discussion. Est-ce que tu viendrais même sur une liste centriste comme la mienne, comme un candidat, ce qui pouvait arranger certains centristes en se disant « ça nous donnera quelques électeurs de gauche en plus, puisque tu es socialiste ». Et puis, il y a eu des réactions très vives du côté des membres de sa liste en disant « il n'est pas question d'avoir quelqu'un qui a été sur notre liste et qui soit élu, qui a été conseiller régional socialiste pendant 18 ans. » Ce n'était pas encore l'ouverture. Non, non. Et alors, Adrien m'a dit, écoute, j'ai une idée, et c'est vraiment lui qui a eu l'idée, hein. C'était pas moi. Il m'a dit, j'ai une idée, je te propose un poste à mon cabinet, et un poste original, tu es pasteur, je te propose un poste en charge des affaires religieuses et des affaires interreligieuses en Alsace. Et j'ai réfléchi et j'ai rapidement accepté, parce que les membres d'un cabinet, c'est une proximité directe avec le président, et c'était pour moi très sympathique d'être quelques bureaux à côté de Adrien et de travailler avec lui sur ce sujet qu'évidemment, en tant que théologien et pasteur, j'appréciais. Tu étais l'aumônier des élus aussi, quelque part? Oui, alors c'est vrai, mais ça c'est déjà quand j'étais élu. C'est très amusant. Quand j'étais élu, les gens savaient que j'étais pasteur. Et il y en avait qui venaient me voir et me disaient, est-ce qu'on peut discuter? Je me pose telle question, je suis catholique et je vais épouser une protestante, excusez-moi, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça se fait? J'ai vraiment eu pas mal de questions posées à un pasteur ou des personnes qui étaient dans des situations personnelles, affectives, très difficiles, et qui venaient me voir un peu comme pasteur. Ça, c'était déjà quand j'étais encore élu, hein, et ça a continué après, quand j'étais au cabinet. Alors, je vais venir à ma dernière question, parce que c'est l'interreligieux. Tu t'es occupé de ça. Ça a été facilité en Alsace par le droit local des cultes. Et tu vois où je veux en venir, puisque tu fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait faire évoluer ce modèle. Oui et non. Ah. Alors, le droit local des cultes, qui fait que 3 cultes, ou 4, si on considère que du côté protestant, il y a les luthériens et les réformés, catholiques, juifs, protestants, luthériens et réformés, donc 4 cultes. Les pasteurs sont payés par l'État. En France, les pasteurs d'Alsace, Moselle, sont payés par le ministère de l'Intérieur. Et plus que ça, ce qu'on ne dit pas et ce qu'on devrait dire, non seulement sont payés par le ministère de l'Intérieur, mais pour être nommé la première fois, c'est le ministre de l'Intérieur qui doit signer. Si vous avez une personne qui veut demain devenir pasteur, qui a les diplômes, que l'Église accepte, qu'elle reconnaît, s'il doit être nommé à Saint-Guillaume à Strasbourg ou à Saint-Étienne à Mulhouse, il faut la signature de M. Darmanin. Mais il ne refuse jamais, non? On n'a jamais vu ça quand même. Alors, c'est bien de dire il ne refuse jamais. C'est plus ou moins vrai. Dans l'histoire, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a eu un cas, notamment à Saint-Pierre-le-Jeune, où il y a des questions qui se sont posées. Mais moi, je dis
Moi, je dis que je ne trouve pas normal que ce soit un ministre de l'Intérieur, de quelque gouvernement que ce soit, qui nomme un pasteur. Monsieur Pop a été nommé, je ne sais pas par quel ministre de l'Intérieur, tu ne sais pas. Lui non plus, non. Mais il a été nommé par un ministre de l'Intérieur. Eh bien, moi, je ne trouve pas ça souhaitable et normal. Et tu ne peux pas enlever dans ma tête l'idée que si un jour il y avait un président de la République avec un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur d'une certaine tendance politique, j'ai envie de dire d'extrême droite, eh bien, tel ou tel pasteur, tu ne peux pas l'exclure, ne pourrait pas être nommé. Et donc, je suis personnellement contre ce système alsacien mosellan. Et je suis aussi contre pour une autre raison. Je ne vois pas pourquoi le contribuable de Poitiers ou de Montpellier payerait pour M. Pop. Oui, mais tu connais bien le... Pourquoi ? Oui, mais nous payons bien pour l'Opéra de Paris, c'est ce qu'on dit, c'est l'argument qui est avancé. L'Opéra de Paris, c'est un opéra qui éventuellement circule. Je ne sais pas si c'est le cas, je ne suis pas les choses suffisamment. C'est la capitale de la France. Ce n'est pas la même chose qu'une caractéristique d'une église que l'État prend en compte, alors que, par exemple, l'État ne prend pas en compte le monde musulman. Pourquoi ? Mais tu sais je vous pose pourquoi ? la question. Parce qu'il n'y avait pas de musulmans au moment où la loi a été mise en place, mais personne n'a souhaité le changer. Ou si, il y a eu des personnes. Il y a quand même eu des propositions de la faculté de théologie protestante. Oui, mais ça n'a pas passé. Ça n'a pas passé. Eh bien donc, moi, je ne suis pas favorable. Alors que les choses soient claires. Et je rajoute encore beaucoup plus. Il faut savoir qu'il y a différentes régions du monde et différents pays où il y avait des religieux, pasteurs, curés, fonctionnaires d'État. Eh bien, figurez-vous, ça vous ne le savez peut-être pas, eh bien, petit à petit, cela est supprimé. Je vous donne un exemple. En Norvège, les pasteurs étaient payés par l'État, étaient fonctionnaires d'État, et depuis 10 ans, c'est terminé. Dans le canton de Vaud, en Suisse, les pasteurs étaient payés par l'État de Vaud, et aujourd'hui, c'est terminé. Et il y a une subvention quand même, non ? Alors, moi, je ne suis pas contre les subventions. Quand j'étais au conseil régional, quand il y avait certaines animations intéressantes, là, si Pop avait vécu au moment où j'étais au conseil régional et avait organisé certaines des manifestations et certaines des expositions qu'il a organisées ici dans cette église, eh bien, j'aurais proposé de voter des subventions pour telle manifestation et même des subventions pour l'Église en général. C'est le cas en Norvège, c'est le cas dans le canton de Vaud. Ça ne me dérange pas. Mais être salarié du ministre de l'Intérieur, non. Moi, je ne suis pas pour. Ce n'est pas la même chose que de l'argent public ou de l'argent d'État qui peut aussi être donné aux églises de La Rochelle ou de Nice. Voilà, moi j'ai encore des questions à poser, mais je vais attendre. Peut-être que vous en avez aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à demander à Jean-Louis, au fait ? Claude Misselin. Je le cite puisque c'est un ancien collègue à moi. Si j'ai bien lu votre livre, Germain Muller vous a appelé un jour pour devenir, je crois, directeur de cabinet de M. Flimelin. Pourquoi vous avez refusé ? Très bonne question, c'est tout à fait exact. Non, alors c'était pas clair. Germain Muller m'a téléphoné pour me dire « Est-ce que tu es prêt à entrer au cabinet
de Pflimlin. C'était pas clair si c'était chef de cabinet, directeur de cabinet, il y avait un débat là-dessus. Mais votre question reste parfaitement pertinente. Mon épouse pourra vous dire que ça m'a empêché de dormir pendant 3 nuits. Je me suis vraiment posé la question en me disant, tiens, être au cabinet de Pflimlin, maire de Strasbourg, et qui avait eu des fonctions ministérielles très importantes, c'est extrêmement intéressant. Et pour mon avenir professionnel, c'était intéressant. La réponse a été non, parce que politiquement, je ne me sentais pas proche de Pierre Pflimlin. Et je ne me sentais pas proche de l'organisation de la ville de Strasbourg autour de Pflimlin, avec Germain, qui est devenu adjoint, qui était avec lui, qui n'était pas sur la même liste, mais qui était avec lui. Mais j'ai beaucoup hésité. Et je raconte dans le livre, je crois que je le raconte, je suis allé voir mon cousin Daniel Hoeffel, qui était à ce moment-là secrétaire général de la Chambre patronale, mais dont le père était sénateur, et qui était un peu la famille Hoeffel, j'en parlais tout à l'heure, la famille où il y avait eu des politiques. Et j'avais de très bons contacts avec les Hoeffel. Et j'ai demandé à Daniel, qu'est-ce que tu en penses? Et Daniel m'a répondu, ne fais pas ça, tu seras un porte-serviette, tu ne pourras rien dire, tu n'auras aucune décision que tu pourras prendre, et moi, de toute façon, je ne sens pas M. Pflimlin. Et j'ai lu hier ou aujourd'hui votre article. Non, c'est quand? Non, c'est un livre qu'il a fait. Non, mais l'article dans l'EDN. Oui. Je n'ai pas lu le livre, mais j'ai lu l'article dans l'EDN. C'est quand? C'est hier, avant-hier, dans les dernières nouvelles d'Alsace. Et je me suis dit, c'est incroyable, mais Daniel Hoeffel et Robbie Hoeffel, son père, sénateur, avaient senti que ça ne pouvait pas aller. Oui, mais alors attends, ton père était pasteur à Altkirch. Oui. Hein? Il n'a jamais entendu parler du passé de Pierre Pflimlin, des engagements de jeunesse ou de... Vous n'avez jamais parlé de ça à la maison? Non. Moi, ce dont j'ai entendu parler par rapport à Pierre Pflimlin, c'est pas ça. C'est un catholique pur et dur. C'était vraiment catholique protestant. Et il ne faut pas oublier que Pflimlin a été le premier maire catholique de l'histoire de Strasbourg depuis, j'ai presque envie de dire, depuis la Révolution française. Hein. Et son rôle pendant la guerre n'a jamais été évoqué. Pardon ? Son rôle pendant la guerre comme juge n'a jamais été évoqué. Moi, je ne crois pas m'être rappelé. Je ne sais pas si Christiane se rappelle qu'on avait parlé de ça, mais je ne crois pas. Je ne crois pas. C'était vraiment, ne deviens pas le porte-serviette d'un type où tu n'auras pas de marge de manœuvre et avec lequel, politiquement, tu ne te sentiras pas proche. Une autre question ? Alors, d'où est venu l'intérêt pour les grandes religions? Comme on l'a constaté avec les sacrées journées que tu as commencé. L'intérêt pour les grandes religions, pour l'islam, pour le bouddhisme, Est-ce que ça date du moment où Adrien Zeller t'a pris dans son cabinet? Non, pas du tout. Ça date de bien avant. Bon, j'ai eu la chance et l'énorme privilège d'avoir des parents qui m'ont permis de me promener à travers le monde. J'ai fait 1 an aux États-Unis quand j'avais 20 ans. Hein. J'ai fait 1 an aux États-Unis quand j'avais 20 ans, une partie à New York,
9 mois à New York et 2 mois à Los Angeles. J'avais été dans une école Quaker pendant 3 mois en Angleterre. Ensuite, alors, mes parents voyageaient, c'était extraordinaire, hein, absolument extraordinaire. On nous emmenait en voiture en Yougoslavie, dans des pays communistes. Enfin, aujourd'hui, on se demande comment c'est imaginable. Donc, j'avais une vision très large. Et puis, surtout, j'ai décidé de travailler pour le compte de la Fédération luthérienne mondiale, certes protestant, Fédération luthérienne mondiale, mais en Éthiopie, à Addis Abeba. Et à Addis Abeba, de Addis Abeba, j'ai voyagé à travers toute l'Afrique. Et j'ai découvert à peu près tout le type de religion, y compris animiste, que l'on découvre en Afrique. Un christianisme, d'ailleurs, dont on ne sait pas, personne ne dit que le christianisme africain est venu avant le christianisme européen. Tout le monde dit c'est le résultat de la colonisation. Non, non. Addis Abeba, pas Addis Abeba, mais le nord de l'Éthiopie. Ce sera une autre conférence, ça, non? Pardon? Ce sera une autre conférence? Oui, non, mais pour expliquer, Addis Abeba était chrétien avant, enfin, à peu près en même temps que Rome, ou avant Rome. Mais bon, ceci pour dire que j'ai voyagé à travers le monde. Quand j'étais à Addis Abeba, j'ai voyagé du Yémen à Abidjan, et j'ai rencontré au Gabon aussi, beaucoup de musulmans. Quand j'étais au Gabon, je me rappelle toujours, une des choses dont je me rappelle très très bien, je ne sais pas pourquoi, si je vois en partie pourquoi, au Cameroun, quand j'ai été du nord du Cameroun, du Tchad, de fait, c'était Fort-Lamy à ce moment-là, c'est Djamena, et c'est amusant parce que j'ai vu à la télévision une image d'une des villes que j'ai traversées, Maroua. Je ne sais pas pourquoi, ce qui se passe à Maroua, il doit y avoir Daesh qui intervient. J'ai fait tout le Cameroun, de l'extrême nord jusqu'à la côte, c'est-à-dire jusqu'à Douala. Toutes les religions possibles et imaginables. Toutes les religions possibles et imaginables. Et donc, j'ai toujours été passionné par le côté international et par le côté interreligieux. Et mon père, dans Psychanalyse de l'Alsace, dit, et je suis profondément d'accord avec ce qu'il dit, l'Alsacien est né international. Alors, je ne vais pas vous dire l'Alsacien est né interreligieux, mais il est né international et donc passionné par l'interreligieux. Juste, merci. Juste pour dire ma question, c'est est-ce que le fait que vous soyez alsacien, donc il y a quand même cette spécificité du biculturel, vous a plus favorisé le fait d'avoir contribué à créer le mois de l'autre, à créer les Sacrées Journées de Strasbourg, à créer tant d'événements interculturels et interreligieux? Certainement. Certainement parce que ce que j'ai créé, vous retrouverez dans le livre, si vous prenez le temps de le lire, vous retrouvez 12 réalisations. Et dans ces 12 réalisations de manifestations que j'ai organisées, elles sont toutes plus ou moins internationales. Toutes, de fait. Et ça, c'est parce que j'ai eu ce privilège de pouvoir vivre partout et d'être alsacien avec une grand-mère qui était suisse, avec un père qui m'a bien expliqué que Guillaume II avait joué un rôle très important dans sa vie, parce que Guillaume II venait chez mon grand-père, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est bien raconté.
c'est très amusant, cette histoire de mon grand-père qui recevait Guillaume II à son presbytère, puisqu'il était pasteur, un de plus. Et ce côté, mon père, c'est assez extraordinaire. Mon père, en 1928, a fait 1 an d'études aux États-Unis. En 1928, pour vous dire, il y avait vraiment dans la famille cette dimension internationale. Ma maman a fait des études, a fait une partie de ses études de théologie à Édimbourg et une partie de ses études de théologie à Genève. Et c'est donc les manifestations que j'ai organisées, j'ai toujours été centré sur l'idée il ne faut pas se limiter à notre région, même pas notre pays, mais il faut s'ouvrir au monde. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui est important. Plus de questions? Moi, j'aurais aimé juste entendre un tout petit 2 phrases sur la polémique du moment. Le président de la conférence des évêques qui dit « La confession, c'est de l'ordre du secret ». Alors, je sais bien qu'en protestantisme, il n'y a pas de confession, enfin, privée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, j'ai 2 remarques. La première, je ne comprends pas que les médias, excuse-moi de parler à une journaliste, disent l'Église, l'Église, l'Église. Je suis désolé, c'est l'Église catholique qui est concernée par ce problème. Ce n'est pas l'Église. Donc ça, c'est la première remarque que j'ai à faire. La deuxième, je crois quand même que comme il y a eu déjà certaines ouvertures dans certains pays, l'idée que les prêtres puissent se marier serait quand même une façon de peut-être moins tomber dans ce genre de travers. J'ai pas autre chose à dire parce que je pense que si c'est dit, c'est que c'est juste et qu'il n'y a pas de discussion à ce niveau-là. Mais il y a eu des problèmes aussi au sein de l'Église protestante allemande, enfin dans les œuvres de l'Église protestante allemande, donc nul n'est à l'abri, non? Non, nul n'est à l'abri, c'est certain, mais quand on voit les chiffres à l'heure actuelle qui sont donnés pour l'Église catholique, on est quand même assez sidéré. Et ce problème du secret qui est au-dessus des lois, ça te... Ah, ça me gêne profondément en tant que fils d'avocat. Je trouve que les choses devraient être tout à fait dites. Et le secret de la confession ou d'autres choses, le secret, c'est quelque chose entre 2 personnes qui ont une relation personnelle l'une avec l'autre. Mais là, la confession, ce n'est pas une relation personnelle, c'est une relation professionnelle, à ma connaissance. Je ne suis pas catholique et je ne connais pas le détail, mais enfin, c'est une relation professionnelle. Quelque chose à ajouter? Au-dessus des lois, c'est-à-dire comment, quand on a les deux, et la foi et la loi, et il semble à certains que la foi contredit la loi, donc finalement c'est la foi qui prévaut. Comment vous vous situez? C'est un peu ça aussi la polémique. Oui. Je veux dire, quelle est la loi? De quelle loi s'agit-il? Et je pense quand même que les lois, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'intéresserait de travailler. Je pense quand même que les lois de tel pays ou de tel autre pays
sont quand même liées aux religions dominantes dans ces pays. Je vais donner des exemples. Le divorce, le fait que le divorce, pas pour faute, mais le divorce soit une chose prévue par la loi, a été quand même beaucoup plus long à être obtenu en France, pays catholique, que dans des pays protestants. Donc la loi est très souvent liée à la religion du pays, je pense, et donc aux convictions et à la foi liées à ces religions. C'est le dernier mot, je crois. Tu voulais encore dire quelque chose? Non. Une question de? Oui, non, mais c'est une question. Je ne suis pas tout à fait au point. Comment est le secret professionnel d'un psychiatre? Disons que dans les faits, ce qui se passe, c'est que les pédocriminels, ils ne vont pas se confesser. Ils ont dit que c'est arrivé très, très rarement. Mais est-ce qu'un psychiatre serait tenu au secret professionnel si un pédocriminel... Vous avez une réponse? Oui, d'accord, ok. Voilà, vous avez non, la parce réponse. que je pense que la question, c'était sur ce secret, non, de la confession, et je m'étais en train de me poser la question, comment est-ce que ça se compare avec le secret professionnel? Vous vouliez donner la réponse, madame? Non, ce que je peux dire, par exemple, mais ça fait de très nombreuses années qu'un médecin... un médecin auquel un enfant se confierait ou un parent ou quelque chose disant que le voisin, la maîtresse, etc., l'a touché à des attouchements, le médecin a l'obligation de faire le signalement au procureur. Il n'est pas tenu sur ce point-là. Voilà. Et enfin, moi, je permets de donner une opinion sur la religion, sur etc. Moi, je trouve que la confession, c'est le péché, mais ce n'est pas le crime. Et dès lors que le confesseur a connaissance d'un crime ou de la production d'un crime, il a l'obligation de faire un signalement au procureur. Point. Enfin, je vois pas. Enfin, moi, je comprends pas la polémique, mais bon, voilà. Je ferme la parenthèse. Oui, non, je crois que la réponse est très claire. Ensuite, c'est au procureur. Voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Merci Jean-Louis d'avoir répondu à nos questions. Merci Rudy pour l'organisation. Merci à vous tous. Merci Yolande, et merci à vous, et merci à mon épouse et à ma fille Pasteur pour que vous voyiez la continuation. Je n'ai pas demandé ni à Suzanne ni à Noémie si elles veulent être pasteurs. Ah oui, si elles veulent devenir pasteurs, ça je ne sais pas. Mes petites filles, je ne sais pas. Merci, bonsoir.